Merci de votre invitation. Moi, je suis très flatté d'ouvrir la saison de séminaire de l'AMSIN. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté votre invitation. Et je vais vous parler d'un travail qu'on a réalisé pendant le Covid avec Charles Daponi, qui est un de mes collègues de Grenoble, et Michael Vogelius, qui est un vieux collaborateur de Rutgers. Et c'est un travail qui fera écho à des choses que certains d'entre vous connaissent bien, notamment FEMI par exemple. Et donc je vais commencer par une introduction qui sera assez longue, et puis présenter, donc c'est un travail où on regarde des asymptotiques de solutions d'équations dérivées partielles, et je vais montrer un peu quelle est la structure des termes qui entre dans le premier, du premier terme de l'asymptotique. Et puis, donc ça sera un résultat assez général que je vais spécialiser dans une troisième partie en donnant des formules explicites, dans certains cas simples, et puis j'aurai quelques mots de conclusion. Donc voilà, pour rentrer dans le sujet, je vous propose de revenir sur des choses qui ont été développées à la dans les années 90, on va dire, et qui concernent la chose suivante. Est-ce que vous voyez ma souris sur le... Très bien, oui, avec. Ok, parfait. Donc, voilà de quoi il s'agit, voilà à quoi les gens s'intéressaient donc au début des années 90. On regarde un milieu qui va servir de milieu de référence, qui remplit un ouvert oméga qui est donné. En général, c'est dans le plan ou dans l'espace. Pour les besoins de l'exposé, je vais prendre un milieu conducteur et regarder un problème une équation de diffusion. Divergence gamma gradient U0 égale 0 dans oméga. Et puis, je vais supposer, pour simplifier, que on vérifie des conditions de type Neumann sur les bords de oméga avec une condition de normalisation qui permet d'obtenir une solution unique, étant donné qu'on suppose que la conductivité est elliptique, c'est-à-dire c'est une fonction qui est régulière, bornée et bornée loin de zéro. Donc ça va être l'ouvert, la configuration de référence, et on va regarder ce qui se passe quand ce milieu est perturbé par la présence d'inclusion, d'inhomogénéité, qui sont ces petites choses bleues là dans mon dessin. Alors ces inhomogénéités, je vais dire qu'elles, tout ensemble, elles constituent un sous-ensemble oméga epsilon de oméga. Il s'appelle epsilon parce qu'on pense que sa taille est petite. Et sur cet ensemble, la conductivité vaut une constante, par exemple K, qui est différente de la conductivité du milieu rouge. Et puis on regarde donc la solution du problème de conduction perturbée, associée à la conductivité perturbée, avec les mêmes conditions de Neumann données sur le bord, et puis la même condition de normalisation. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on sait dire de la différence entre U epsilon et U0, et en particulier, qu'est-ce qu'on sait dire de manière ponctuelle quand on se place en un point qui est assez loin des inhomogénéités. Alors bien sûr, comme c'est un problème de diffusion, on s'attend à ce que si je me place en un point qui est loin de ces inclusions, et en particulier un point qui est sur le bord, eh bien je vais sentir leur présence, mais je vais la sentir de manière atténuée. Et c'est ce qu'on peut montrer en écrivant une formule de représentation pour U epsilon moins U0, qui s'écrit à l'aide d'une solution fondamentale du problème de référence. C'est cette fonction que j'appelle grand N, qui est une espèce de fonction de Green. Ici, c'est la fonction de Green associée à des conditions de type Neumann sur le bord. En multipliant cette équation par la différence U epsilon moins U0 et en intégrant sur le domaine, en intégrant plusieurs fois par partie pour profiter du fait que on a U epsilon moins U0 qui vérifie une équation, eh bien on obtient une formule de représentation de la différence U epsilon moins U0 en un point X qu'on suppose loin des inclusions et qui a cette tête-là qui se réduit en fait à une intégrale du gradient de la fonction de Green fois le gradient de la solution perturbée U epsilon.
Alors, dans cette expression-là, puisque c'est une expression qui est réduite au domaine occupé par les inclusions, et vous voyez que le terme qui est ici, c'est un terme qui est régulier parce que j'ai supposé que x était loin de ce domaine oméga epsilon. Et l'autre observation, c'est que donc c'est un domaine qui est de petite taille. Et l'autre observation, c'est que vous voyez que la différence des conductivités perturbées et non perturbées apparaît dans cette expression. Alors, à partir de cette formule, on va pouvoir faire une asymptotique sur U epsilon, et on va faire un ansatz sur la forme de U epsilon. On voit par cette formule déjà que cette différence est petite, et on va supposer que U epsilon s'écrit comme U0, qui sera le terme d'entre 0 dans l'asymptotique, plus un terme de correction qui s'écrit comme une fonction V qui elle, vit à l'échelle 1 sur epsilon, et un terme de résidu. Cette fonction V, je vous dirai tout de suite comment on la calcule. Et simplement, ce que je vais ajouter ici, c'est que cette fonction, cette expression, cette ansatz, quand on l'introduit dans la représentation intégrale que je vous ai montrée sur le transparent d'avant, eh bien, on obtient finalement une formule de cette nature, la différence U epsilon moins U0. Elle est au premier ordre homogène au volume occupé par les inclusions. Et puis apparaît cette expression-là, une matrice grand M fois le gradient de U0 au centre des inclusions, multiplié par le gradient de la fonction de Green. Et puis, il y a des termes supplémentaires qui sont des termes qui sont petits par rapport au volume. Alors ça, d'un point de vue physique, ça se traduit par de la manière suivante. Ça veut dire qu'au point X, on sent la différence entre les deux conductivités, les deux potentiel, on le sent comme l'effet d'un dipôle qui serait placé en x0, qui est donné par ce terme-là, en fait, un dipôle dont le moment est donné par ce grand M gradient U0. Alors, juste un mot pour expliquer la structure de cette expression. Le correcteur V, en fait, c'est une fonction qui est proportionnelle au gradient de U0 au centre des inclusions. Donc, je peux l'écrire comme ça. Et les fonctions qui apparaissent ici sont solutions d'une équation qui est posée dans l'espace tout entier et qui s'obtiennent à partir de la conductivité perturbée rescalée à l'échelle 1, qui s'obtiennent en fait comme les projections, en quelque sorte, des fonctions linéaires, qui seraient les solutions de l'équation s'il n'y avait pas de perturbation. Voilà, ces fonctions-là corrigent en fait l'effet à l'échelle 1 de ces perturbations. Ce problème-là, c'est l'analogue des problèmes de cellules qu'on retrouve en homogénéisation périodique, sauf qu'ici, ce n'est pas un problème de cellules, c'est un problème posé dans tout l'espace. Et puis, le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a calculé ces fonctions phi et cette fonction V, eh bien, en prenant les moments de ces fonctions, on peut définir cette matrice qui apparaît ici et qui s'appelle tenseur de polarisation, qui dépend de la géométrie de l'inclusion ou des inclusions, et qui dépend aussi du contraste de conductivité, de la différence des conductivités entre perturbées et non perturbées. Et donc, c'est ce terme-là qui va contenir les informations qu'on peut détecter si on mesure la différence de potentiel au bord du domaine. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut détecter à l'ordre 1 par rapport au volume occupé par la perturbation? Eh bien, c'est contenu dans ce tenseur grand M, et une partie de l'information concerne la différence des conductivités, et puis on a certaines informations sur la géométrie de la perturbation. Alors ces choses-là, ça a été utilisé dans le cadre des problèmes inverses, parce que ces formules permettent d'obtenir des algorithmes relativement robustes par rapport au bruit en particulier, pour détecter des inhomogénéités de petite taille. Et ce que vous voyez ici, c'est un calcul que j'ai extrait d'un papier de Brühl, Anke et Vogelius, où on utilise ces formules pour retrouver une conductivité cible qui vaut 1 dans le grand disque, sauf dans les 3 petits disques que j'indique sur l'écran, pour laquelle la conductivité prend une valeur différente.
Et puis, en fonction de la taille epsilon, du diamètre de ces inhomogénéités, eh bien, on obtient des résultats de reconstruction à partir de mesures au bord qui sont indiquées ici pour 3 valeurs de epsilon différentes. Et on s'aperçoit que plus epsilon est petit, ici, plus la localisation de ces inhomogénéités se fait de manière précise, ce qui est tout à fait cohérent avec la formule que je vous ai montrée. Alors, pour ces raisons, ce type de développement a eu beaucoup de succès parce que ça permet de retrouver des informations de manière robuste dans le contexte des problèmes inverses. Et donc, ça a été donc les premiers travaux qui concernent l'équation de conduction, c'est des travaux qui sont dus à Michael Vogelius, Sherry Moscow et une de leurs étudiantes. Et puis, ça a été décliné sous plusieurs formes. Dans le cadre de la conduction, on peut obtenir des développements asymptotiques à tous les ordres, en fait, dans certains cas de figure. C'est des choses qui ont été analysées par Habib Amari et Yun Bekang en particulier. Et en utilisant des techniques de représentation intégrale, on arrive à donner les expressions des coefficients qui vont caractériser l'information d'origine géométrique, une espèce de tenseur de polarisation et tenseur de polarisation généralisée. Ce type de calcul a été effectué pour l'élasticité, pour l'équation de Helmholtz, pour le système de Maxwell. On peut obtenir des résultats similaires quand on regarde les asymptotiques de problèmes spectraux, des valeurs propres en particulier. On peut s'intéresser à des fissures. On peut s'intéresser aussi à des inclusions qui sont de forme un peu différente que celles que je vous ai présentées jusqu'à présent. C'est-à-dire on peut s'intéresser à des inclusions qui ressemblent plus à des petits rubans de longueur unité, on va dire, et d'épaisseur epsilon en dimension 2. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été couvertes un peu dans ce cadre. J'ai cité alors une partie des personnes qui ont travaillé là-dessus, j'en oublie plein, mais je cite aussi les noms qui sont tout en dessous, là, Kozlov, Bovchan, Lipton, qui se sont intéressés à ces choses-là du point de vue de l'homogénéisation, parce que les formules qu'on retrouve, que je vous ai montrées sur l'asymptotique de U epsilon moins U0, c'est des formules qui correspondent à de l'homogénéisation au milieu dilué, où on retrouve aussi la notion de tenseur de polarisation, etc. Donc il y a un lien qui est très fort avec l'homogénéisation. Voilà, alors, puisque je parle d'homogénéisation, je voudrais mentionner aussi un travail de Capdebosc et Vogelius, qui concerne donc le même genre de dérivation d'asymptotique, où on regarde la différence entre milieu de référence et un milieu perturbé, comme ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Mais cette fois-ci, on suppose qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur les perturbations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles remplissent un sous-domaine oméga epsilon qui est mesurable, qui est à distance finie du bord. On se donne une certaine distance de sécurité par rapport au bord. Et tout ce qu'on sait, c'est que la taille, le volume de ces perturbations tend vers zéro. Alors, ça peut être des choses assez compliquées, ça peut être une collection d'inhomogénéités, ça peut être un agrégat, enfin, ça peut être des choses assez variées. Et voilà la seule information qu'on a. Avec en plus, pardon, l'information que les conductivités de référence et perturbées sont bornées, elliptiques. Alors, finalement, la seule information qu'on a dans ce contexte, c'est que cette quantité-là, la fonction caractéristique de la zone de la perturbation, rescalée, eh bien, c'est une mesure de probabilité. C'est une suite de mesures de probabilité quand on fait varier epsilon. Et par compacité faible, elle va converger vers une probabilité limite, mu, au sens de passage à la limite quand on multiplie par des fonctions continues, qui est décrit ici. Et on peut montrer que, à l'aide de cette mesure, on peut décrire le comportement asymptotique de la différence U epsilon moins U0, et on obtient une formule qui a cette tête-là, c'est-à-dire il existe une fonction à valeur matricielle, qui est L2 mesurable par rapport à cette mesure mu, qui dit que la différence U epsilon moins U0, elle est proportionnelle au volume de la perturbation,
fois un terme qui est une intégrale par rapport à cette mesure de la différence de conductivité, de ce terme qui est une espèce de tenseur de polarisation paramétré, fois le gradient de U0, fois le gradient de la fonction de Green, comme j'avais avant. Donc c'est une espèce de formule qui généralise un peu ce que je vous ai montré avant, dans des cas qui sont beaucoup plus génériques en termes des hypothèses qu'on a faites sur la forme des inhomogénéités. Bon, voilà, tout ça, je viens de vous le raconter. Donc, juste une remarque peut-être ici, c'est que dans le cas particulier d'inhomogénéités qui sont séparées les unes des autres et qui se réduisent à un point quand epsilon tend vers 0, eh bien, la mesure mu associée, c'est simplement une masse de Dirac. Le tenseur M, c'est le tenseur de polarisation, la matrice de polarisation que je vous ai montré tout au début, fois la masse de Dirac, et on retrouve les premières expressions que je vous ai données. Voilà. Alors, dans le travail qu'on a fait, on s'est intéressé à ce genre de problématique, mais dans un contexte un petit peu différent, que je vais essayer de vous décrire ici. Donc, voilà la situation de référence. C'est un ouvert dans lequel j'ai une équation de conductivité avec un coefficient gamma. Et sur les bords de cet ouvert, alors je suppose que j'ai un terme source, F, et je considère que le bord est séparé en une zone Dirichlet et une zone Neumann, sur lesquelles j'ai des conditions au bord homogènes, soit de Neumann donc, ou de Dirichlet. Donc ça, c'est le cas de la configuration de référence. Ici, j'ai tracé les zones gamma n et gamma d de manière, pour qu'elles soient connexes, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Et puis, je vais perturber cette configuration-là. Alors, par exemple, une perturbation possible, c'est sur un petit morceau de la zone Neumann, ici, eh bien, je vais changer la condition au bord, plutôt que ce soit Neumann homogène. Sur cette petite partie rouge, je vais imposer une condition de type Dirichlet. Et donc, ça me donne un problème perturbé, qui est l'équation qui est ici, et j'appelle U epsilon, la solution de cette équation-là. Et je peux faire quelque chose de similaire, en perturbant cette fois-ci la zone Dirichlet et en y insérant une petite zone oméga epsilon sur laquelle, plutôt qu'une condition Dirichlet homogène, je vais imposer une condition de Neumann homogène. Et là aussi, je vais appeler U epsilon la solution de l'EDP perturbé. Et ce qui va m'intéresser, c'est essayer de comprendre une asymptotique, à quoi ressemble une asymptotique entre U epsilon et U0, quand je regarde ces fonctions en un point qui est loin de la zone de perturbée. Alors ça, c'est des choses qui ont déjà été étudiées dans plusieurs contextes. Donc, j'ai une petite page ici de référence et un peu d'historique de ces problèmes. Un des contextes, c'est lié à ce qu'on appelle le Narrow Escape Problem, qui modélise la manière dont les cellules biologiques font rentrer à l'intérieur de la cellule des nutriments, c'est-à-dire des sels ou des corps chimiques, et où on considère que la cellule se comporte comme un domaine et que sa membrane contient des zones qui sont imperméables, donc sur lesquelles on aurait des conditions de type Neumann, et des petites portes qui permettent d'échanger avec le milieu extérieur, qui seraient des petites perturbations sur lesquelles on aurait plutôt des conditions au bord de type Dirichlet quand on regarde les problèmes de diffusion dans ce contexte. Et ces problèmes ont été étudiés notamment dans le cadre stochastique. On a étudié donc, des asymptotiques de la différence entre le problème perturbé et non perturbé, qui sont souvent en utilisant des techniques d'asymptotique raccordée. Et j'ai mis un certain nombre de références ici. Un autre cas de figure où on peut trouver des choses un peu dans cette veine, c'est quand on considère par exemple un domaine qui est constitué de deux cavités qui sont connectées par une petite fenêtre, et où on va modéliser aussi les échanges entre les deux cavités par une perturbation quelque part de conditions limites qui sont des conditions réfléchissantes. Et il y a un certain nombre de travaux de Ben Daly et Sébastien Tordeux, et
puis leurs collaborateurs sur ce sujet. Il y a eu des travaux aussi très récents où vous voyez qu'ici, ce qui est perturbé dans ces deux cas de figure que je mentionne, c'est essentiellement des conditions de Neumann qui sont perturbées par une petite zone Dirichlet. Mais le cas dual, en quelque sorte, existe aussi, notamment dans ces travaux qui apparaissent ici, où on regarde des domaines qui sont des cavités diélectriques ou métalliques, ça dépend, sur lesquelles on peut agir sur le bord en imposant un peu à son gré soit des conditions aux limites de type Dirichlet, soit des conditions aux limites de type Neumann. Et on s'intéresse au champ électromagnétique à l'intérieur et on voudrait piloter en quelque sorte par le bord les endroits où on peut rendre ce champ très intense. Et donc il y a des travaux qui vont dans ce sens-là par Habib Amari et ses élèves et des travaux numériques notamment en collaboration avec Oscar Bruno et Nili Manningham. Voilà. Alors, nous, on s'est intéressé à ce problème dans un contexte un peu différent, qui vient de l'optimisation de forme. Et là, j'ai un transparent qui essaye de reposer un peu rapidement ce problème d'optimisation de forme, où on considère un domaine fixe, par exemple dans le plan. Dans ce domaine, on va considérer un sous-domaine qui est décrit par une fonction caractéristique qui, oméga qui, c'est l'endroit où qui vaut 1. Et sur ce sous-domaine, on résout un problème d'élasticité linéarisée avec un matériau à coefficient de Lamé fixe, par exemple, grand A. Donc U, c'est le champ de déplacement associé. Alors, on résout ce problème sous l'action d'une condition de force normale imposée sur un certain bord gamma n qui est fixé et sur une partie du bord gamma d sur laquelle on impose que les déplacements sont nuls. Et on se pose la question, quelle est la meilleure distribution de matériaux à l'intérieur de ce domaine de travail oméga? Quel est le meilleur choix de la fonction qui pour minimiser une certaine fonctionnelle qui se calcule à partir de la solution de cette équation dérivée partielle? Et un exemple de fonctionnel, c'est par exemple quelque chose qui est associé à l'énergie élastique donnée par le travail des forces, si vous voulez, imposé, qui dépend donc de la solution de ce problème, qui elle-même dépend de qui, auquel on est ajouté un terme de pénalisation pour faire intervenir le poids, c'est-à-dire qu'on cherche à travers la minimisation de cette fonctionnelle, un compromis entre la rigidité de la forme, qui est mesurée par ce terme, et sa masse, qui est mesurée par ce terme-là. Et puis éventuellement, on a un paramètre ici qui mesure l'intensité du compromis. Donc on cherche à mesurer, à minimiser ce genre de choses. Alors ça, c'est des choses assez classiques qui datent d'une trentaine d'années. Et voilà, en gros, le genre d'image standard qu'on va pouvoir, qui illustre un peu ce problème. Ici, le domaine oméga, c'est le grand rectangle blanc. On a fixé la pièce qu'on désire construire sur ce mur-là, en imposant une condition de Dirichlet nulle. Tout le reste du bord est un bord libre, sauf pour une petite zone ici, où on a imposé une force G. Et quand on minimise cette fonctionnelle, quand on cherche à la minimiser par des méthodes qui sont décrites dans ces travaux en particulier, eh bien voilà typiquement le type de forme qu'on obtient, qui est donc la forme résultante, elle est attachée sur ce côté-là, et puis sur cette zone-là, on vient tirer avec la force G. Alors nous, ce qu'on aimerait faire dans ce contexte-là, eh bien, c'est au cours de l'optimisation, éventuellement, se poser la question, est-ce que ça ne serait pas bien aussi, si on veut rendre cette pièce plus rigide, de la supporter à certains endroits ou de la fixer à certains endroits qui n'étaient pas forcément prévus initialement? Et est-ce qu'on peut piloter aussi l'optimisation des endroits où on vient fixer
cette pièce. Ce qui se traduirait ici par, est-ce que par exemple, ça vaudrait le coup de faire une petite perturbation de cette condition de Neumann homogène, ici, sur le bord supérieur ou inférieur, pour venir fixer la pièce à cet endroit. Et comment on pourrait faire ça de manière un peu, au cours des itérations, de manière à optimiser un critère qui combinerait aussi le choix des zones de support. Alors, penser à ce critère, c'est penser à des choses qui, dans d'autres contextes, s'appellent des dérivés topologiques. Et donc l'idée, ça serait de comparer un cas de figure où ici, on a, enfin, sur le bord inférieur, par exemple, on a une condition de bord de type Neumann homogène, qui est un cas de figure perturbé, où sur une petite zone, on a remplacé la condition de Neumann homogène par une condition de Dirichlet homogène. Donc ça rentre tout à fait dans, les problèmes que je vais vous présenter. Bon, ça c'est ce que je viens de vous raconter, je passe dessus. Alors, donc voilà ce qu'on va faire, on va regarder des perturbations donc, du bord sur des petites zones où on a remplacé une condition limite par une autre. On fait ça sous un certain nombre d'hypothèses. Donc on suppose que le milieu ambiant oméga est régulier, dans R2 ou dans R3. La conductivité ambiante gamma, on suppose qu'elle est elliptique, elle est régulière, c'est infini. Les perturbations qu'on fait, on suppose qu'elles consistent en un nombre fini de petites zones connectées, qui sont des sous-domaines Lipschitz du bord. Et on suppose que ces zones-là ne sont pas trop proches des zones de transition entre l'interface Dirichlet et l'interface Neumann. Donc il y a une distance de sécurité autour de ces points-là, où on ne va pas placer de perturbation. Et puis on suppose que la source qui crée l'énergie dans le système, on suppose que c'est une fonction régulière. Donc tout est régulier, essentiellement, sauf la présence de ces choses-là. Alors, je vais vous montrer comment on a obtenu une formule de représentation générale de la différence U epsilon moins U0 en donnant une asymptotique. Et une des questions, c'est quel est le petit paramètre? C'est-à-dire, on sait que c'est relié à la mesure de la perturbation, mais finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qu'on mesure? Alors, si on perturbe une condition de Neumann, eh bien, le bon paramètre, ça va être la capacité de la zone perturbée. Capacité d'un ensemble, grand E, c'est l'inf des normes H1 de fonction V qui sont plus grandes ou égales à E presque partout sur un voisinage ouvert de cet ensemble. Dans le cas particulier qui nous occupe, c'est-à-dire quand les ensembles seront des sous-domaines Lipschitz du bord d oméga, donc quelque chose de la forme petit oméga, eh bien, dès qu'on aura une fonction U qui est définie dans un voisinage de petit oméga, qui est H1 dans ce voisinage, ou H1 de RD tout entier en fait, et qui vaut 1 dans un voisinage de petit oméga, eh bien, cette fonction va nous fournir une borne, une estimation de la capacité de petit oméga, simplement par sa norme H1. Et on peut préciser ce calcul pour certains domaines particuliers qui vont nous intéresser. Si je me place en dimension 2, et si je regarde une zone perturbée que j'ai appelée grand D epsilon, ici au lieu de petit oméga epsilon, qui est essentiellement un intervalle curviligne, si j'ose dire, un bout d'arc curviligne de la frontière de longueur epsilon, et bien à ce moment-là, la capacité, elle sera de l'ordre de 1 sur le log de epsilon. Si par contre, je regarde ces choses-là en dimension 3, et si si la perturbation, c'est une espèce de boule surfacique de rayon epsilon, eh bien la capacité sera proportionnelle à epsilon. Alors, dans le cas où on perturbe un ouvert, une condition de bord de type Dirichlet,
eh bien, les choses sont un peu différentes. En fait, ici, la bonne mesure le bon paramètre pour mesurer l'influence de la perturbation, c'est cette quantité petit e de oméga qui se calcule de la manière suivante. On regarde la solution dans l'espace tout entier de cette équation, moins Laplacien z plus z égale 0, sur laquelle on pose, alors on regarde ça dans l'espace tout entier, moins l'ensemble dont on veut mesurer la capacité Neumann, en quelque sorte. Et sur le bord de cet ensemble, en fait, on impose une condition de type Neumann normalisée, égale à 1 ou moins 1. S'il n'y a qu'une seule composante connexe, il suffit de prendre égal à 1. S'il y a plusieurs composantes connexes, eh bien, on prend tous les cas possibles, toutes les répartitions possibles de distribution de 1 et moins 1 sur chacune des composantes connexes, et on prend le max des énergies des fonctions z correspondantes. Alors cette chose-là, ça ressemble un peu à une dual d'une capacité Dirichlet, parce que vous voyez qu'au lieu d'imposer une condition de type z égale 1 sur l'inhomogénéité, on impose une condition de type Neumann égale 1 ou moins 1 sur l'inhomogénéité. Et c'est ça qui va donner la bonne mesure, le bon petit paramètre qui va intervenir dans les formules que je vais vous montrer. Alors, l'inconvénient de cette définition, c'est que quelque part, elle demande à ce qu'on... Ça demande la résolution d'une équation aux dérivées partielles. Et on aimerait bien avoir une définition qui soit plus géométrique, plus intrinsèque quelque part aux propriétés de l'ensemble petit oméga. Dans certains cas, on sait trouver au moins un équivalent de cette quantité, ou au moins une borne par au-dessus, par une quantité que j'ai appelée ici grand D de oméga, et qui se calcule comme une espèce donc de la manière suivante. On prend un point X, qui est dans petit oméga, et on regarde l'intégrale le long du bord de grand oméga, qui contient, donc grand oméga c'est l'ouvert, qui contient petit oméga, le bord contient petit oméga, et on regarde l'intégrale de cette quantité-là, qui est une espèce de distance, et puis on prend donc 1 sur cette fonction petit ρ, ça nous donne une quantité qui est purement géométrique, et qui fournit une estimation de cette capacité Neumann. Ok, alors je vais vous montrer comment on obtient le résultat de l'asymptotique dans le cas un peu plus simple où on perturbe une condition au bord de type Neumann en y insérant un morceau Dirichlet, et où là, c'est la capacité logarithmique, la capacité usuelle en fait, de cet ensemble qui intervient. Donc on regarde le problème de référence, qui s'écrit comme ça, dont la solution s'appelle U0. On regarde le problème perturbé, dont j'appelle U epsilon la solution. Tout ce qui change, c'est la distribution des conditions au bord. Et avec les hypothèses qu'on a faites, la solution de ce problème ici, c'est une fonction qui est très régulière, excepté peut-être les points de jonction des zones Dirichlet ou Neumann, mais partout ailleurs, je peux supposer qu'elle est très régulière, qu'elle est par exemple de classe C2, et que je contrôle cette régularité essentiellement avec le terme source. Alors, pour l'analyse, on aura besoin d'estimer une fonction qui va jouer un rôle particulier, qui est cette fonction qui epsilon, qui est harmonique dans l'ouvert oméga, qui vaut 0 partout sur le bord. Alors 0 sur le bord, elle vaut 0 au sens de la trace sur le bord Dirichlet, elle vaut 0 comme condition de Neumann sur le bord Neumann, sauf sur l'endroit où on a perturbé, où là, je la prends égale à 1. Donc c'est un peu comme si je calculais la capacité, si j'essayais d'estimer la capacité de l'ensemble petit oméga epsilon, et de fait, on peut montrer que l'énergie ou la norme H1 de cette fonction, eh bien, ça nous donne une quantité qui est équivalente à la capacité, au sens où cette quantité-là, elle est vraiment de l'ordre de la racine de la capacité.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on obtient une estimation qui est un peu meilleure, au sens où ça c'est un petit paramètre, un peu meilleure quand on regarde la norme L2 de cette quantité, du qui epsilon. En fait, on obtient ici que cette quantité-là est bornée par la capacité, mais on a gagné un quart par rapport à l'exposant qui est ici. Et on verra où intervient ce truc-là. Alors, grâce à ces estimations, je vais pouvoir regarder la chose suivante. Donc, cette fonction qui epsilon, je vais la multiplier par une fonction continue sur le bord de oméga. Je vais multiplier ça par la dérivée normale de qui epsilon. Je vais intégrer sur le bord de oméga et je vais regarder ces quantités-là. Alors, ça, c'est quelque chose de la forme une fonction fois une dérivée normale. En intégrant par partie, eh bien, je peux transformer ce terme en un terme de volume. Et en utilisant les estimations que je viens de vous donner, vous voyez que ce terme-là, je sais le contrôler par le gradient de qui epsilon au carré, c'est-à-dire par la norme H1 de qui epsilon au carré, et donc par la capacité. Ce qui veut dire que si je divise par la capacité ce terme-là, eh bien, j'obtiens une quantité qui va être d'ordre 1, qui va être essentiellement d'ordre O de 1. Et du coup, ça veut dire que la mesure 1 sur la capacité fois qui epsilon fois dn qui epsilon, c'est une mesure bornée. Et donc, par compacité faible, je vais pouvoir dire que modulo l'extraction d'une sous-suite, cette quantité appliquée à phi, ça va converger vers une mesure limite appliquée à phi. Et donc, le mu qui est là, c'est quelque part la limite faible des qui epsilon, dn qui epsilon, normalisé par 1 sur la capacité. Alors, avec ça, je vais regarder la différence entre u epsilon et u0, ce reste, r epsilon, qui vérifie une équation avec un second membre où il n'y a plus de terme source, qui vérifie les mêmes conditions. Alors là où u epsilon et u0 ont les mêmes conditions au bord, eh j'ai des conditions au bord homogènes pour r epsilon. Et puis sur la zone perturbée, u epsilon vaut 0, puisque c'est là qu'on a mis une condition de Dirichlet, et r epsilon donc se réduit simplement à moins u0. Eh bien, cette fonction-là, je peux essayer d'estimer son énergie, et donc j'obtiens quelque chose qui va être, parce que vous voyez que cette fonction essentiellement, c'est u0 multiplié par la fonction de qui epsilon dont je vous parlais avant, sauf que bon, la conductivité n'est pas constante, mais ça, c'est pas grave. Donc cette fonction r epsilon, essentiellement, elle se comporte comme qui epsilon, c'est-à-dire que j'ai une estimation H1 qui est comme la racine de la capacité, et j'ai une estimation L2 qui est un peu meilleure, qui est comme la capacité à la puissance 3/4. À ce moment-là, eh bien, en suivant un peu la même démarche que ce que je vous ai présenté tout au début de mon exposé, c'est-à-dire en regardant, en utilisant une formule de représentation pour R epsilon, en multipliant R epsilon par la fonction de Green associée au problème non perturbé, donc ce truc-là, c'est une masse de Dirac en X égale Y, eh bien, j'écris donc cette chose-là, j'intègre par partie pour faire passer l'opérateur sur R epsilon, et puis j'utilise les conditions au bord pour me débarrasser quand je peux des termes de bord, et finalement j'arrive à cette formule en vert, qui en anglais ça donne une formule de Green, mais ici c'est moins marrant quand on le fait en français. Donc cette formule me dit R epsilon, c'est une intégrale sur le bord de l'ouvert de cette quantité-là, la fonction de Green, et puis cette quantité gamma dn de R epsilon. Alors, je vais regarder en fait comment agit cette quantité, et à la place de considérer une fonction de Green ici, je vais mettre simplement une fonction régulière, phi, et donc je vais regarder des intégrales de cette forme-là en remplaçant ce terme par phi. Donc voilà ce que je fais, je vais remplacer la fonction de Green par phi, et puis ce phi, qui est une fonction définie sur le bord, je peux la prolonger par une fonction que j'ai appelée psi à l'intérieur du domaine, parce que c'est des fonctions qui sont C1. Le bord est régulier, je la prolonge,
Et cette fonction psi, je la regarde sur le bord et que ce terme-là ne vit que sur la partie petit oméga epsilon du bord, je peux toujours multiplier ici, insérer la fonction qui epsilon, qui est la fonction caractéristique de la zone perturbée sur le bord. Et puis, donc, j'intègre ce terme-là, qui, encore une fois, a la forme d'une dérivée normale multipliée par une fonction. Donc, j'utilise la formule d'intégration par partie. Et je vais profiter du fait que je sais que R epsilon, c'est solution d'une équation, que qui epsilon aussi est solution d'une équation. Et ici, il y a un truc un peu embêtant, c'est qu'il y a cette fonction psi qui m'empêche d'appliquer directement l'équation à qui epsilon, donc il faut travailler un peu pour couper cette intégrale en morceaux et faire apparaître les termes qu'il faut, modulo deux termes d'erreur que j'ai appelés T1 et T2, plus un terme qui s'écrit du coup comme ça. Alors, ces termes T1 et T2, je ferai un commentaire dessus après, c'est des termes pour lesquels, quand vous regardez la forme qu'ils ont, c'est des termes sur lesquels on a le produit qui epsilon, R epsilon, dans lesquels on va chercher à passer à la limite. Mais cette fonction-là, on n'a que des convergences faibles à notre disposition. Mais vous voyez qu'il y en a un qui est d'ordre 0, il n'y a pas de dérivée dessus, et l'autre, il y a une dérivée dessus. Et c'est vrai, vous voyez, c'est vrai pour le terme rouge, c'est vrai aussi pour le terme orange. Et en fait, ces fonctions qui epsilon et R epsilon convergent faiblement au sens H1, une fois qu'elles sont normalisées correctement. Et du coup, on va pouvoir passer à la limite dans ces termes-là, en utilisant le fait que ce terme sur lequel il n'y a pas de dérivée, il converge en fait fortement L2, et l'autre, il converge faiblement H1, mais fort faible, on sait faire. Et ce mécanisme ici, c'est le même mécanisme de compacité par compensation qui intervient dans l'épreuve de convergence qu'on voit apparaître en homogénéisation et dans le théorème de convergence du résultat de Capdebaut et Vogelius que je vous mentionnais au début de ma présentation. Et donc, au bout du compte, on obtient que ces termes se comportent comme le terme en bleu qui est là, modulo des termes d'erreur, qu'on saura montrer qui sont petits par rapport à ce terme-là, et quitte à changer, et vous voyez que ce qui intervient ici, c'est le R epsilon, la trace de R epsilon. En fait, cette intégrale-là, j'aurais dû l'écrire un peu différemment, j'aurais dû remplacer le d oméga par juste oméga epsilon, la zone perturbée, parce que ce terme ne vit que sur cette zone-là. Et sur cette zone perturbée, ce terme-là, il vaut U0, mais je peux l'écrire aussi U0 fois qui epsilon. Il vaut moins U0 fois qui epsilon. Et du coup, je vois apparaître le produit qui epsilon, dérivée normale de qui epsilon, qui est le terme qui, une fois normalisé par la capacité, converge faiblement vers une mesure qui s'applique à des fonctions continues. Et le terme qui est entre crochets, c'est précisément une fonction continue. Et donc, ça me permet de donner l'asymptotique de cette différence. Ça, c'était U epsilon moins U0 au point X. Eh bien, ça va s'écrire, au bout du compte, comme la capacité, que j'ai fait sortir de cette expression en multipliant et divisant par la capacité, la mesure mu, qui est la limite de ces trucs-là normalisés par la capacité, et le terme entre crochets qui apparaît ici, et les termes d'erreur, ce que j'avais appelé T1 et T2, je peux montrer, en utilisant le fait que j'ai une estimation L2 qui est meilleure que l'estimation H1, et que ici je gagne un ordre, enfin je gagne un quart par rapport à la capacité qui est la taille de ce terme-là, eh bien j'obtiens quelque chose qui est petit ici, et ça me dit que voilà la structure du terme correcteur au premier ordre. Voilà. Alors, on peut montrer que cette mesure, c'est une mesure de proba. On peut montrer que son support, il est contenu dans l'ensemble limite qu'on obtient quand on regarde la convergence de ces domaines oméga epsilon. Et puis, donc, on obtient cette formule asymptotique qui, d'un point de vue physique, dit que la différence entre U epsilon et U0, elle se sent au point X comme l'action d'une collection de monopôles
pour ça qu'on a une fonction de Green qui apparaît ici, qui sont distribuées sur l'ensemble qu'on obtient à la limite quand on fait converger ces ensembles oméga epsilon sur le bord, avec une densité qui est donnée par gamma fois U0 le long de cet ensemble, et qui est caractérisée aussi par la densité associée à cette mesure limite mu. Et donc cette formule, ça a exactement la même structure que la formule de Capdebosc et Vogelius qui concernait des inclusions internes à l'ouvert oméga. Alors je vais aller très rapidement pour la suite parce que j'approche de la limite de mon temps. On peut faire le même genre de choses pour la perturbation d'un bord de type Dirichlet, où cette fois-ci, au lieu des fonctions qui epsilon, on introduit des fonctions au lieu d'imposer une condition Dirichlet égale à 1 sur cette zone, on va imposer une condition Neumann égale à 1, et puis partout ailleurs des conditions homogènes, fonction qui doit être harmonique à l'intérieur. On a le même genre de résultats qui nous disent que cette fonction en or machin, elle est équivalente à la racine de la capacité Neumann. Et en or L2, on a une estimation qui est un peu meilleure, on gagne un petit peu. Et en utilisant le même genre de technique, c'est-à-dire en utilisant une formule de représentation intégrale, en passant à la limite dans les termes etc., en extrayant une sous-suite qui converge vers une mesure, une fois qu'on a normalisé de manière correcte ces fonctions zeta epsilon, eh bien on obtient une formule un peu du même genre que celle que je vous ai montrée avant, où cette fois on voit apparaître que la perturbation au point X, elle est ressentie comme l'effet d'une collection de dipôles, c'est donné par le gradient de la fonction de Green qui apparaît ici, avec un moment qui est donné par l'interaction de mu et de ces termes-là, gamma fois du0 sur dn. Alors, vous voyez que ces formules-là, eh bien, on va pouvoir s'en servir pour faire de la dérivée topologique, en quelque sorte, c'est-à-dire si on cherche à calculer un critère qui va... si on cherche, par exemple, à comparer une quantité qui est calculée à partir de la solution de l'équation aux dérivées partielles sur cette forme et la solution de l'équation aux dérivées partielles sur la forme de référence, eh bien, ça revient quelque part aussi à dériver U epsilon par rapport à epsilon, en quelque sorte. C'est-à-dire ça revient à regarder la différence U epsilon moins U0 divisé par quelque chose qui dépend de epsilon. Et de cette façon-là, on va pouvoir construire une espèce de dérivée topologique, et on sait que le premier terme, il va avoir cette forme-là. Alors, ici, ce n'est pas très explicite, parce qu'aller calculer une mesure comme ça ne donne pas très envie. En fait, on s'est attaché à regarder ce qui se passe dans des exemples explicites, où les perturbations qu'on fait ont une certaine forme, et de manière explicite, on va supposer que les perturbations qu'on fait ressemblent à des choses comme ça. C'est des domaines petit oméga epsilon. Donc là, j'en ai dessiné un, mais il faut supposer qu'il y en a toute une famille qui dépend de epsilon, qui se concentre en un point et qui forment des espèces de disques surfaciques, au sens où ces domaines, on peut les voir comme les transformer par une application, par un difféomorphisme, d'une situation où on a aplati l'interface. Donc en dimension 3, ça donne une situation comme ça. En dimension 2, il faut imaginer un intervalle ici, plutôt qu'un disque, et puis un domaine en dimension 2, où sur une partie du bord, on a l'image d'un intervalle par un difféomorphisme. Et donc ce qui se passe, c'est que ces choses-là, quand epsilon tend vers 0, vont se concentrer autour du point 0. Et là, donc on a obtenu des expressions qui sont tout à fait explicites, qui dépendent de la dimension, qui dépendent aussi, si on regarde le cas Neumann ou le cas Dirichlet. Alors là, par exemple, pour une perturbation d'un bord Neumann par une petite zone Dirichlet, eh bien, vous voyez apparaître la capacité en 2D et en 3D, et puis des coefficients, des constantes qui sortent de l'analyse de ces termes-là. Alors, je regarde l'heure et le temps passe. Je n'ai pas le temps de vous parler de la preuve, mais le papier sur Archive. Je voudrais juste signaler que
Pour obtenir ces formules, donc on a utilisé une représentation intégrale et non pas des choses qui tiennent plus du calcul des variations comme les formules où apparaissait cette mesure nue. Donc on a obtenu des choses explicites en utilisant des opérateurs intégraux. Ça, c'est des choses qui avaient déjà été faites, notamment par Habib Amari et ses collègues. Dans le cas du Laplacien, donc on a fait un truc un peu plus général en considérant des coefficients qui étaient variables et des milieux qui peuvent être anisotropes en particulier. On a fait ça pour la conduction, mais Marc Bonnet est en train de faire des choses un peu similaires pour les exemples explicites dans le cas de l'opérateur de Lamé, au moins dans un cas de figure particulier. Alors juste rapidement quelques mots de conclusion. Donc je vous ai montré comment on a trouvé une formule générale qui fait intervenir une mesure sur la surface de grand oméga. Dans certains cas de figure simples, on sait caractériser précisément cette mesure. Donc, ce que je vous ai montré, je ne l'ai peut-être pas dit avant, les mesures qu'on obtient quand on prend des disques surfaciques qui se réduisent en un point, c'est des mesures, c'est des masses de Dirac, avec un certain coefficient. Vous voyez que la structure de ces développements, ben, c'est exactement la même que celle qu'on avait quand on avait des inclusions qui étaient des petits volumes à l'intérieur d'un ouvert. Et quelque part, c'est aussi exactement la même que les résultats d'homogénéisation. Alors, on est en train de faire, d'étudier si on peut obtenir des termes d'ordre plus élevé. Et puis, on est aussi en train de mettre ces outils en place pour pouvoir faire de l'optimisation de forme, comme ce que je vous ai raconté un peu avant. Et je crois que mon temps est au bout. Merci de m'avoir écouté et je serai ravi de prendre vos questions. Merci beaucoup, Eric, pour cette belle exposé. Donc, je crois qu'on a le temps de une ou deux questions parce qu'il y aura une deuxième conférence après, enfin, dans quelques minutes, à 15 heures. Donc, si vous avez des questions. Alors, évidemment, en ligne, c'est pas toujours très commode de communiquer. Donc, effectivement. Oui. Bon, mais moi, j'espère que ça a été assez clair quand même. Non, c'était excellent. C'était parfait. Si vous avez des questions, remarques, commentaires. Oui, donc pour résumer, il y a ces familles. Hein. Salut, Fémi, oui. Salut. J'ai reconnu ta voix. Donc, il y a une analogie entre les perturbations du domaine type inclusion et les perturbations des conditions limites. En gros, tout à fait. On retrouve les dipôles et les monopoles. Exactement, oui. D'accord. Et donc là, c'est la capacité de… Donc qui replace le volume. Voilà. Voilà. Alors, c'est la capacité. Alors, c'est pas la même capacité pour Neumann ou Dirichlet. Et ce qu'on est en train de faire aussi là actuellement, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe si au lieu de mettre donc de remplacer un morceau par un morceau Neumann ou Dirichlet, on mettait une condition d'impédance sur un petit morceau, c'est-à-dire une condition de type Robin où on mélange Dirichlet et Neumann. Et en fonction du coefficient d'impédance, eh bien, on essaye de voir si on arrive à relier d'une manière continue, en quelque sorte, en fonction du coefficient d'impédance, le cas Dirichlet au cas Neumann. Est-ce que vous avez des idées sur ce que vous allez trouver comme comportement ou… Oui, ça va être quelque chose d'à peu près similaire. Alors, ça dépend. Quand on est dans le cas variationnel, c'est-à-dire où le coefficient de la condition de Robin a le bon signe pour que le problème variationnel associé soit bien posé. C'est-à-dire qu'on puisse faire essentiellement qu'on ait une forme qui soit coercive. Eh bien, à ce moment-là, ça se passe un peu comme ce qu'on a montré ici, avec des mesures qui viennent qui viennent un peu de la même façon. Ce qui risque d'être plus intéressant, c'est quand on a une impédance qui a un signe opposé.
parce que là, on va tomber dans des choses où on pourra créer des résonances et où on pourra jouer sur des petites portions du bord pour créer des effets qui seront ressentis à des échelles plus importantes à l'intérieur du domaine. Et ça, du point de vue des applications, ça peut être intéressant. Mais bon, là, on n'a pas encore analysé tous les trucs. Merci, Mourad. Ah, pardon. Bokra, une question. Si tu veux prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Ok. Merci beaucoup pour votre présentation. Ça me fait toujours plaisir de vous écouter. En fait, ma question par rapport aux conditions de type Robin, là, il n'y aura pas un problème d'ordre parce que par rapport directly, c'était epsilon à la puissance d, je pense. Et pour Newman, c'est 1 sur log. Voilà. Mais justement, le paramètre qui intervient dans les problèmes de type Robin, il va arbitrer en quelque sorte ces deux comportements. Oui, effectivement. Et là, est-ce que vous avez une idée? Parce qu'en fait, dans ce cas-là, la condition de Dirichlet va absorber la condition de Newman. C'est comme si on voit que de Dirichlet. Ce ne sera pas le cas? Oui, tout à fait. Ok. Sauf si on a un paramètre qui n'a pas le bon signe. C'est-à-dire si on n'est pas dans le cadre variationnel, là, on n'a pas encore trop étudié ce qui se passe, mais on pense que là, il va y avoir des changements. Ok. Mais asymptotiquement, tu as raison, essentiellement, on va s'attendre à voir quelque chose qui se comporte comme 1 sur log de epsilon plus, ou qui va se comporter comme epsilon puissance d plus epsilon plus 1 sur plus k fois 1 sur log de epsilon, où k c'est le coefficient de Robin. Qui mélange en fait les deux mesures de petitesse. D'accord. Dans ce cas-là, vous pensez de le faire explicitement? Parce que je fais la liaison avec la dérivée topologique et je connais que des travaux en utilisant des solutions analytiques. Ouais, alors ce qu'on voudrait, c'est déjà voir que c'est général en quelque sorte, c'est-à-dire avoir un résultat un peu de structure. Et puis, oui, on voudrait. Alors, c'est tant mieux s'il y a déjà des travaux là-dessus. Il faudra qu'on les regarde. Parce que, enfin, à terme aussi, on voudrait implémenter ce genre de choses dans un algorithme d'optimisation. D'accord. Du coup, vous avez une idée comment le faire généralement, dans le cas général? Dans le cas général, oui. D'accord. Juste une dernière question, s'il vous plaît, par rapport à votre... Rapidement, Boshra, parce que... Désolée. On a de temps. Vas-y. Par rapport à la dernière remarque dans votre conclusion, comment vous allez faire le lien entre l'optimisation de forme et l'optimisation topologique? Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, pour le moment, on le fait de manière très ad hoc, c'est-à-dire que donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre au point une fonctionnelle qui va dépendre des propriétés de rigidité, du poids et de la présence ou non de support, c'est-à-dire de zones où on nuclée, où on change de conditions, on met des conditions d'attachement, c'est-à-dire des conditions de Dirichlet sur le bord. Et puis, on est bien conscient que un algorithme d'optimisation tel qu'on voudrait le tester au moins, c'est quelque chose où le résultat va dépendre du chemin d'optimisation. Pour le moment, on essaie de voir si c'est faisable, c'est-à-dire si effectivement on peut calculer une dérivée topologique et si on peut intégrer ça d'une certaine façon dans le critère d'optimisation. Mais on sait qu'on aura certainement des difficultés pour essayer de rendre ça, de trouver une stratégie qui nous permette d'aller vers un optimum global. D'accord.
Merci. C'est-à-dire qu'il faudra à un certain moment qu'on puisse aussi se poser la question, les supports ou les perturbations que j'ai rajoutées, est-ce que je peux les enlever aussi? Mais bon, malheureusement, on n'en est pas encore là, et on a encore pas mal de travail avant d'y arriver. Merci. Merci, Bouchra.